Le troisième thème du cours porte sur l'algèbre linéaire et, dans une moindre mesure, sur les probabilités et les nombres aléatoires. Si on devait comptabiliser les opérations qui sont effectuées sur les ordinateurs du monde entier en tout temps, on trouverait probablement qu'une majorité assez écrasante de ces opérations sont tirées de l'algèbre linéaire, que ce soit l'inversion de matrices ou l'application de matrices sur des vecteurs, ainsi de suite. Ces applications sont nombreuses et se retrouvent à plein d'endroits qui sont peut-être insoupçonnés, ne serait-ce que les jeux vidéo par exemple, ou la recherche de la construction de graphes de proximité, les recherches Google et ainsi de suite. Ce sont toutes des opérations qui font appel à l'algèbre linéaire. Donc dans ce carnet, nous allons revoir quelques-unes de ces opérations élémentaires. En commençant peut-être par des opérations élémentaires sur les vecteurs en dimension 3. Donc encore une fois, on se sert de NumPy pour construire des objets comme des vecteurs et des matrices. Et on peut rapidement, à partir de tableaux unidimensionnels comme ceux qui sont indiqués ici, obtenir des sommes de vecteurs, des combinaisons linéaires quelconques, et ce qui est peut-être nouveau parce qu'on n'en a pas parlé avant, le produit vectoriel et bien sûr le produit scalaire qu'on a déjà rencontré. Donc ces opérations se font facilement, bien sûr, se programment facilement de la manière suivante. L'application la plus courante de l'algèbre linéaire est la solution d'un système d'équations linéaires. Donc par exemple un système de 3 équations à 3 inconnues, comme celui-ci, qu'on peut écrire sous forme matricielle comme ceci. Donc, en général, ce système aurait la forme AX égale B, où A est une matrice carrée, et B un vecteur connu. Et on cherche à connaître le vecteur X. Donc, la façon la plus efficace de résoudre ce problème est d'utiliser une fonction qui appartient au module linalg de SciPy. Donc, cette fonction-ci, la fonction solve, à laquelle on doit donner comme premier argument la matrice et comme deuxième argument le vecteur B. Bien sûr, ce sont des tableaux NumPy que l'on doit donner. Donc, on voit cet exemple ici, tout simplement. Donc, je définis A, je définis B, et j'invoque cette fonction solve. Donc, la solution est immédiate, bien sûr. C'est cette façon de faire qui va être la plus économique en temps de calcul. Bien sûr, pour une matrice 3 par 3, c'est tout à fait négligeable, mais si on avait une matrice 10 000 par 10 000, la question pourrait se poser. Une autre façon de faire, qui est moins efficace, mais en principe équivalente, est de calculer l'inverse de la matrice A. Donc, l'inverse d'une matrice peut se calculer à l'aide de cette fonction scipy-linag-inv. Donc, par exemple, ici, on définit de la même manière A et B, et je définirai l'inverse avec cette fonction linalg.inv.a. Et ensuite, je pourrais calculer la solution X simplement en construisant ou en calculant le produit ou en appliquant la matrice A inverse sur le vecteur B à l'aide de la fonction de NumPy, donc la fonction dot qu'on a déjà rencontrée. Et bien sûr, le résultat serait exactement le même. Bon, cette façon de faire est moins efficace du point de vue calcul parce que c'est légèrement plus long de calculer l'inverse d'une matrice que de résoudre un système linéaire, sauf que si on avait toute une série de vecteurs B, donc plusieurs valeurs différentes de B, et qu'on voulait calculer les différentes solutions associées à différentes valeurs de B, alors ce serait plus efficace de calculer l'inverse de la matrice. Une autre application extrêmement importante de l'algèbre linéaire est le calcul des valeurs propres et des vecteurs propres d'une matrice. Bon, il y aura une autre vidéo pour rappeler les notions élémentaires sur les vecteurs propres, mais donc rappelons que si j'ai une matrice A, une matrice carrée, eh bien X sera appelé vecteur propre de cette matrice et lambda sera la valeur propre si A appliqué sur x est proportionnel à x et que lambda est la constante de proportionnalité. Donc, la façon la plus générale de trouver les valeurs propres et les vecteurs propres est d'employer cette fonction eig dans le module linalg, et cette fonction va retourner deux objets, donc un tuple. Le premier objet est le tableau des vecteurs propres, et le deuxième est une matrice des vecteurs propres, où chaque colonne de la matrice contient un vecteur propre normalisé associé à la valeur propre correspondante du premier tableau. Donc, par exemple, si je considère la matrice que j'avais, donc la matrice suivante,
qui est essentiellement la même que j'avais au début, d'accord? Cette matrice n'a pas de propriété particulière, elle est cependant réelle, et que j'applique cette fonction AG, donc j'obtiens les valeurs propres contenues dans E et une matrice V qui contient les vecteurs propres comme des colonnes. À ce moment-là, je peux simplement les imprimer. Donc si je fais cette impression, j'obtiens ici, alors faisons-la, j'obtiens une liste, c'est ce que j'ai écrit ici, j'ai fait une boucle sur les différents valeurs propres où j'imprime la valeur propre et ensuite le vecteur propre correspondant, c'est-à-dire que j'ai imprimé de la matrice V la colonne numéro I, et c'est la façon bien sûr d'avoir accès, cette syntaxe, à la colonne numéro I. Donc j'obtiens, comme on peut le constater, des valeurs propres qui sont complexes en général. Donc j'ai une matrice 3 par 3, il y aura donc 3 valeurs propres en général. Ici, j'ai 2 valeurs propres qui sont conjuguées complexes l'une de l'autre. C'est normal si les éléments de la matrice sont réels. Et j'ai les vecteurs propres correspondants qui sont normalisés, c'est-à-dire que leur produit hermitien, leur norme hermitienne est égale à 1. Et j'ai une troisième valeur propre qui est entièrement réelle. Et dont le vecteur propre, lui aussi, est d'ailleurs réel, ce qui est normal si la valeur propre est réelle et que la matrice est réelle, les composantes du valeur propre seront réelles également. Ce que je fais en dernière étape de ce programme, c'est une vérification, c'est-à-dire que je vérifie, c'est pas la peine de faire ça bien sûr, mais c'est uniquement pour l'illustrer, je vérifie l'équation valeur propre, c'est-à-dire que j'applique A sur le vecteur et je soustrais la valeur propre fois le vecteur et je vérifie que j'obtiens bien 0. Donc j'applique A sur le vecteur, donc sur la ième colonne de la matrice V, et je soustrais de cela E de I qui multiplie encore une fois la ième colonne de la matrice V et j'obtiens bien 0 comme ce que l'on peut constater ici dans cette sortie. Rappelons que si une matrice est symétrique, donc réelle symétrique, alors les valeurs propres sont réelles et que les vecteurs propres correspondants seraient orthogonaux. Ce qui veut dire que la matrice U, dont les colonnes sont les vecteurs propres, est orthogonale, donc le produit de la transposée de la matrice U par U donne la matrice identité. Dans le domaine complexe, au contraire, si la matrice est hermitienne, donc encore une fois, ces valeurs propres seraient réelles et les vecteurs propres formeraient une matrice unitaire cette fois, donc U conjugué hermitien multiplié par U donnerait la matrice identité. Bon, alors, faisons un test. Qu'est-ce que je fais ici? J'utilise la même matrice qu'avant, une matrice 3 par 3, qui n'est pas symétrique. Je la rends symétrique, c'est-à-dire que je la symétrise, je remplace la matrice A par la somme de A et de sa transposée, ce qui est forcément symétrique, c'est une matrice différente maintenant. Je lui demande les vecteurs propres, valeurs propres. Alors ici, j'ai employé une fonction légèrement différente avec un H à la fin, donc donc ça sert à trouver ou à calculer les vecteurs propres et valeurs propres d'une matrice hermitienne. Et bien, une matrice symétrique, bien sûr, est un cas particulier d'une matrice hermitienne. Donc l'algorithme de calcul est différent. Et d'ailleurs, l'algorithme s'assure bel et bien que les valeurs propres sont réelles. Et donc, si je refais le même calcul qu'avant, je constate que les 3 valeurs propres sont réelles. Dans ce cas-ci, la matrice étant aussi réelle, les vecteurs propres seront réels également. Je peux même vérifier que la matrice des vecteurs propres est unitaire ou orthogonale dans ce cas-ci. Donc je calcule en général ici le conjugué hermitien de la matrice. Donc je prends son conjugué complexe et sa transposée, c'est la définition du conjugué hermitien. Ensuite, je fais le produit de VH par V. Et je m'assure ici d'arrondir le résultat à 15 décimales pour avoir, disons, des zéros plutôt que d'avoir 10 à la moins 15 ou 10 à la moins 16. Et donc, quand j'imprime, j'obtiens bel et bien la matrice identité. Une opération matricielle qui est sans doute moins familière pour vous, c'est le produit tensoriel, ou ce qu'on appelle parfois le produit de Kronecker en mathématiques. Donc, qu'est-ce que le produit tensoriel? Ce produit de matrice est habituellement noté de la manière suivante, avec un signe de multiplication qui est entouré d'un cercle. C'est une opération très importante conceptuellement et en pratique quand on fait de la mécanique quantique, donc ce petit sujet est certainement préparatoire plus qu'autre chose. Donc,
Par exemple, donc, considérons une matrice A, 3 par 3, qui est en fait la matrice identité, d'accord, et qu'on imprime ici. Et une matrice B, 2 par 2, dont les éléments sont 1, 2, 3 et 4, comme ceci. Eh bien, le produit tensoriel de A avec B, donc, qui est obtenu avec la fonction cron, pour Kronecker, à partir de NumPy directement. Donc, le produit de Kronecker de A avec B va me donner le résultat suivant. Alors, comme vous voyez, la structure de cette matrice, premièrement, les dimensions de la matrice sont les produits des dimensions des facteurs. Donc, si j'ai une matrice 3 par 3 ici et 2 par 2, j'aurai une matrice 6 par 6 dans le produit tensoriel. Et vous remarquez la structure suivante. C'est comme si j'avais une matrice de matrice, en quelque sorte. Donc, j'ai une première partie, un premier bloc 2 par 2 de la matrice, qui est en fait la même chose que la matrice B, multiplié par le coefficient correspondant de la matrice A, qui est 1. Et donc, j'ai une structure qui ressemble à la matrice identité, mais qui est formée de blocs identiques à la matrice B. Si j'avais fait le produit de Kronecker dans l'autre sens, donc B fois A au lieu de A fois B, je n'aurais pas eu la même chose. J'aurais eu cette fois une matrice qui est formée de blocs 3 par 3. Et donc chacun des blocs 3 par 3, donc l'ensemble, je devrais dire, des blocs 3 par 3, se comporte comme la matrice B. 1, 2, 3, 4, alors que dans chacun des blocs, j'ai comme un multiple de la matrice identité, multiplié en fait par chacun des éléments de la matrice B. Donc j'ai des résultats très différents. Donc ça va revenir dans des applications futures, cette histoire de produit de Kronecker. Souvent, et ça c'est plus important, les matrices ont une forme particulière qui rend leur stockage plus économique, disons, donc des matrices tridiagonales ou multidiagonales. Donc ce qu'on entend par une matrice tridiagonale, c'est une matrice dont pour lesquelles les éléments non nuls sont situés le long de la diagonale et le long des diagonales suivantes. Donc la diagonale principale d'une matrice, on sait ce que c'est. Les diagonales secondaires sont obtenues en se déplaçant d'une unité vers le haut et vers le bas dans un sens ou l'autre. D'accord? Donc cette matrice ici est tridiagonale, elle ne comporte que 3 diagonales. Elle est multidiagonale en général, donc si elle comporte plus que 3 diagonales, donc ici on a 5 diagonales différentes. Bon, ces matrices-là sont assez petites, mais imaginez une matrice, disons, 1000 par 1000. Donc une matrice 1000 par 1000, si elle était pleine, aurait 1 million d'éléments de matrice, alors que si elle est tridiagonale, elle comporte un peu moins de 3000 éléments. 2998 pour être exact. Et donc il y a une différence notable en ressources de stockage et aussi en nombre d'opérations nécessaires pour, par exemple, inverser un système linéaire ou encore calculer les vecteurs propres et les valeurs propres. Donc c'est important, si la matrice a cette structure, d'en profiter pour sauver un temps de calcul considérable. Alors, le module linalg de SciPy permet de traiter de telles matrices pourvu qu'on les stocke d'une manière dite compressée, c'est-à-dire qu'on ne stocke que les diagonales non nulles. Donc vous voyez ces deux matrices, elles sont, pas ces deux matrices, mais enfin celle-ci, donc qui comporte 3 diagonales. On peut la stocker de manière différente en la stockant sous la forme d'une matrice 3 par 7 ici, d'accord, donc qui contient les 3 diagonales. Donc la diagonale principale serait au milieu, donc ce serait la rangée du milieu, et les diagonales, les premières diagonales en haut et en bas seraient situées sur des rangées différentes. D'accord, donc la même information est contenue dans cette matrice, mais de manière beaucoup plus succincte. Donc, voyons voir comment ça peut être utilisé ici. Nous allons donner un exemple de résolution d'un système linéaire tridiagonal. Donc, je vais supposer que je dois résoudre un système comme celui-ci, donc AX égale B, et que la matrice A est tridiagonale. Je vais supposer que cette matrice A comporte des 2 sur la diagonale principale et des -1 sur les 2 sous-diagonales. Donc, comment faire? Premièrement, on va construire la matrice, on va définir son ordre, donc le nombre de rangées. Ici, j'ai mis n égale 10 000, donc c'est une matrice considérable. Je vais construire la matrice sous la forme que j'ai indiquée ici, sous forme compressée d'un tableau 3 par n, 3 rangées par n colonnes. Donc je définis premièrement un tableau vide.
Ensuite, pour la diagonale principale, donc j'y ai accès en ayant accès à la deuxième rangée de la matrice A et je la remplis de la valeur 2. Ensuite, je prends la première rangée, d'accord, et je la remplis de la valeur moins 1, ainsi que la troisième rangée qui est remplie de la valeur moins 1. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, puisqu'il faut se rendre compte que les valeurs au coin supérieur gauche et inférieur droit sont nulles, donc je corrige par après ces valeurs de cette manière. Bon. Ensuite, je vais supposer que le vecteur B dans AX égale B est simplement rempli du nombre 1. C'est simplement pour faire un test. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et ensuite, j'utilise cette fonction dans le module Linalg qui s'appelle solve_banded, parce qu'une matrice multidiagonale en anglais est qualifiée de banded. It's a banded matrix. Donc une matrice de bande, si on veut. Donc dans ce cas-ci, je dois indiquer combien j'ai de diagonales dans cette matrice. Donc, dans cette fonction solve_banded, je dois premièrement indiquer que j'ai une diagonale en haut de la diagonale et une en dessous. C'est pour ça que j'ai écrit 1,1. Je dois inscrire la matrice elle-même que je viens de construire et la valeur de B. Voilà. Pour avoir une idée de la performance de cet algorithme, j'ai introduit un chronomètre. Donc, c'est la première fois que je le fais, donc je vous indique comment ça fonctionne. Donc, on importe ce module qui s'appelle TimeIt. Juste avant, donc pour démarrer le chronomètre, on utilise cette fonction default_timer et ça me donne un temps de référence T, le temps de départ. Et après avoir effectué l'opération, quand on veut arrêter le chronomètre, c'est-à-dire, eh bien, on appelle de nouveau le default_timer. Et ici, j'ai simplement soustrait la valeur que j'avais avant, et ce qui me donne ici, dans cette valeur t, le temps de calcul lui-même. Donc, si j'applique maintenant ce calcul, je vous constate, donc je n'ai pas imprimé le vecteur x, parce que bien sûr, il a 10 000 composantes, c'est un peu embarrassant, mais je vois que j'ai accompli ce calcul en 1 millième de seconde, pour une matrice 10 000 par 10 000, ce qui n'est pas mauvais. Comment pourrais-je faire le même calcul avec une matrice pleine? Mais comme ceci. Alors, je vais faire quelque chose de différent maintenant. Je vais résoudre exactement le même problème, mais avec une matrice pleine où je n'utilise pas cette caractéristique. Donc, je vais définir une matrice maintenant d'ordre n, pleine, dont la matrice... Donc, je commence par la définir comme étant 2 fois la matrice identité, et ensuite, je remplis dans une boucle, c'est une façon de le faire, je remplis les deux diagonales, donc la diagonale supérieure et inférieure, avec la valeur moins 1. Donc j'ai donc une matrice qui est ici véritablement 10 000 par 10 000, et qui, en mémoire, contient effectivement 10 à la 8, c'est-à-dire 100 millions d'éléments. Que veut dire 100 millions d'éléments? Chaque élément, même les zéros, compte là-dedans, et un élément de matrice est un nombre qui prend 8 octets. C'est un nombre à virgule flottante, donc de 64 bits, donc 8 octets. Si j'en ai 100 millions, ça veut dire que j'ai 800 millions d'octets, ce qui veut dire 800 000 K, n'est-ce pas? Ce qui veut dire 800 mégaoctets. Voilà, facile de calculer approximativement la mémoire requise. Donc c'est quand même beaucoup de mémoire. Je résous maintenant ce système avec les méthodes classiques. Donc, je vais encore une fois définir le vecteur B comme avant. Je vais partir mon chronomètre et je vais utiliser linag solve. D'accord? Donc, je refais la même chose. Le calcul s'accomplit, mais plus lentement. D'accord? Je dois être un peu patient. Ça dépend beaucoup de la machine sur laquelle le calcul est accompli, bien sûr. Alors, je me tourne les pouces pendant quelques secondes et j'attends. Et finalement, le calcul a été fait en 16 secondes. Donc, on a ici gagné, en utilisant les matrices multidiagonales et les algorithmes correspondants, j'ai gagné, grosso modo, un facteur 16 000 en vitesse. Sans compter, évidemment, l'énorme économie d'espace mémoire. Finalement, un mot sur les matrices creuses. Les matrices multidiagonales sont un exemple de matrices creuses. Les matrices creuses, en général, sont des matrices dont la plupart des éléments sont nuls.
et qui doivent être stockés de plusieurs façons, mais de manière à éviter de stocker les zéros. Donc il y a ici une documentation que vous pouvez consulter sur les matrices creuses. Et je vais ici illustrer comment on peut calculer les vecteurs propres et les valeurs propres, surtout les valeurs propres extrêmes, d'une matrice creuse. Il y a plusieurs méthodes très importantes en analyse numérique pour faire ce calcul. La plus connue est la méthode de Langjos, qui est évoquée ici. Je n'expliquerai pas dans ce cours ce que c'est que la méthode de Langjos, mais dans le cours suivant, PHQ 404, c'est expliqué. Donc, il faut faire appel ici au module, sparse. Sparse, c'est un adjectif anglais qui veut dire justement appliqué à une matrice, qui veut dire une matrice creuse. Donc, ce module de SciPy contient un sous-module qui s'appelle l'INALG et qui contient en fait les routines d'algèbre linéaire, mais pour des matrices creuses explicitement, donc pas toutes les routines, mais un sous-ensemble. Et donc, on reconnaît ici la méthode EIG-SH, donc qui trouve les valeurs et vecteurs propres d'une matrice hermitienne, mais creuse, d'où le S qui est ici. Donc, comment définir cette matrice creuse? On va supposer ici, on va faire un problème avec une petite matrice, juste pour indiquer, pour pouvoir se la visualiser, d'accord? Donc, je vais construire une matrice 10 par 10 seulement. Donc, évidemment, pour une matrice 10 par 10, tout cela ne vaut pas la peine, mais c'est simplement pour illustrer le principe. Donc, j'aurai une diagonale qui serait aléatoire, ici. Donc, c'est ce que j'ai, le long de la diagonale, j'ai produit des nombres aléatoires. Ensuite, j'aurai d'autres diagonales qui seraient situées, disons, à mi-chemin. Donc, si j'ai une matrice 10 par 10, j'aurai à partir de la 5e colonne jusqu'à la 5e rangée, des moins 1 qui forment une espèce de sous-diagonale plus éloignée. Donc, cette matrice-là n'est pas vraiment multidiagonale. Parce que les diagonales intermédiaires ne sont pas, sont vides. Et j'aurai la même chose de l'autre côté. Alors, c'est important que cette matrice soit symétrique, enfin hermitienne en général, pour pouvoir appliquer la méthode que je veux appliquer. Donc, je construis cette matrice de cette manière. Alors, la façon de le faire, c'est avec ce module sparse, donc je remplace par l'acronyme SP. Donc, sp.diags, donc la fonction diags me permet de construire cette matrice creuse A. Je dois spécifier quelles sont les diagonales que j'ajoute, donc la diagonale principale et les deux diagonales suivantes qui sont identiques, et où elles se trouvent par rapport à la diagonale principale, c'est-à-dire à la position 0, le long de la diagonale, ou à la position n sur 2 ou moins n sur 2. Notez l'utilisation de la double barre oblique, donc double signe de division, pour m'assurer que le résultat de n sur 2 est encore un entier. Donc voilà, ici j'ai construit cette matrice A comme une matrice creuse, mais j'ai utilisé une fonction de conversion vers une matrice pleine qui s'appelle toArray dans le but de l'imprimer, comme ceci. Donc la matrice A étant maintenant construite, je vais simplement, donc là je répète mon code essentiellement, et je vais à partir d'ici avoir un code nouveau qui me permet d'aller chercher les valeurs propres les plus petites par exemple. Donc je demande 5 valeurs propres et je demande ici, donc je calcule les valeurs propres et les vecteurs propres avec cette fonction EIG-SH. D'accord. Et donc ici comme option, je dois dire quelles sont les valeurs propres qui m'intéressent. Et donc il y a un code pour cela, et SA veut dire smallest amplitude, donc les valeurs qui ont la plus petite grandeur. Remarquez que ici c'est assez différent. J'avais construit ici une matrice 10 par 10. Ici j'ai une matrice d'ordre 100 000. Donc ce que je suis en train de faire, c'est de calculer les 5 premières valeurs propres d'une matrice 100 000 par 100 000, mais qui ne comporte des éléments que le long de 3 diagonales particulières. Donc, voyons voir combien de temps ça prend. Donc, je n'ai pas activé le chronomètre ici. Selon les ordinateurs, la durée est différente, bien sûr. Et voilà.
Au bout d'une dizaine de secondes, j'ai la réponse. Toutes les valeurs propres, enfin les plus petites, sont très très proches les unes des autres et sont très proches de la valeur -1. Donc, ce qui est une propriété de cette matrice en raison du fait que ces éléments diagonaux sont compris entre 0 et 1 et que les autres diagonales sont égales à -1 exactement. Ça peut se démontrer.